Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très heureuse de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. L'histoire a longtemps été confinée aux livres et aux salles de classe, mais elle vit aujourd'hui une véritable révolution numérique. Sur YouTube, Twitch et d'autres plateformes, bien sûr, une nouvelle génération de vulgarisateurs redonne vie à l'histoire avec un grand H. Et parmi eux, un visage se distingue, celui de Rivenzi, dont on découvre le portrait dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière, une idée derrière la tech. Elle s'appelle Jade Dreyfus. Bien sûr. Bonjour Jeanne. Enchantée. Quel sujet allez-vous aborder avec nous aujourd'hui? Alors je vais vous parler d'une exposition dont je ne pouvais pas ne pas vous parler. Ça s'appelle Le Monde selon l'IA, ça se passe au Jeu de Paume et donc on en fait une visite quasiment exhaustive tout à l'heure. Magnifique, merci beaucoup. Et puis notre question du jour, pour attirer les meilleurs étudiants, les écoles doivent faire bien plus que distribuer des flyers ou organiser des journées portes ouvertes. Bienvenue dans l'ère du marketing digital, ultra ciblé, ultra créatif aussi, et même boosté à l'intelligence artificielle, vous allez le voir. Alors, est-ce que c'est la fin des salons de l'orientation? Peut-on vraiment recruter des étudiants sur Internet, sur Instagram? Et puis, quel est le rôle de l'IA dans tout ça? On en parle avec notre invitée Coralie Dussard. Bonjour Coralie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes la CEO du cabinet de marketing digital SPAG. On en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. Avec autant d'humour que de sérieux, il représente une nouvelle génération de vulgarisateurs historiques. Sur Twitch, YouTube et d'autres plateformes, ce jeune breton partage sa passion au plus grand nombre à travers des documentaires captivants. Et du haut de ses 29 ans seulement, Rivenzi nous emmène sur les pas de ceux qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Il est notre influenceur du jour, signé Dylan Coller aujourd'hui. Dans l'univers foisonnant de la vulgarisation historique, Rivenzi a son mot à dire. Ce breton de 29 ans s'est donné pour mission de partager l'histoire avec un grand H, captivant des milliers de spectateurs sur Twitch et YouTube. De son vrai nom Théo Runbo, il fait de sa passion un véritable métier. Armé d'un humour bien trempé et d'une rigueur d'historien, il plonge son audience dans les méandres du passé. Son terrain de jeu favori? Les jeux vidéo historiques qu'il utilise comme port d'entrée vers des récits captivants. Depuis plus d'un an, une grande partie de son travail est consacrée à la réalisation de documentaires historiques, accompagnés du regard expert de spécialistes universitaires. Un parcours admirable pour le jeune étudiant en histoire et histoire de l'art qu'il était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je me suis levé tôt, très tôt, pour aller sur l'un des lieux historiques les plus connus au monde, pour suivre le destin de ceux qui se sont échoués ici. Bienvenue en Normandie. Ici, il y a 79 ans jour pour jour, 34 000 soldats américains débarquèrent à partir de 6h30 du matin et donnèrent le coup d'envoi du débarquement amphibie le plus ambitieux de l'histoire. Répartis sur 5 plages entre la Manche et le Calvados. 5 plages, dont une restera tristement célèbre. Sur Twitch, Rivenzi rassemble une communauté fidèle, avide de connaissances et de divertissement. Mais c'est sur YouTube qu'il fait vraiment exploser les compteurs. Son documentaire sur la bataille de la Somme a d'ailleurs conquis des centaines de milliers de spectateurs en seulement quelques heures. Qui aurait cru qu'un jeune breton passerait de guide touristique à la Pointe du Raz à guide historique sur le web? Certainement pas Rivenzi lui-même. Ce dernier avoue même avoir découvert Twitch presque par hasard. Aujourd'hui, il jongle entre ses streams, ses vidéos YouTube et même quelques apparitions télé. Mais bien qu'il excelle dans la vulgarisation historique, il ne s'y cantonne pas pour autant. Jeux vidéo, cuisine, sport, son contenu est aussi varié que passionnant. Rivenzi incarne ces passeurs d'histoire nouvelle génération, parvenant à combiner avec brio la rigueur académique et les différents codes du web. Alors, si vous êtes prêt à remonter le temps pour en apprendre toujours plus sur les mystères de notre passé, vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. Allez, autre chose maintenant. Plaquettes poussiéreuses, salon d'orientation vide, discours institutionnels qui tombent parfois à plat. L'enseignement supérieur est en pleine mutation, on en parle régulièrement ici. Et les étudiants n'attendent plus qu'on vienne à eux. Ils demandent des discours clairs, qui engagent aussi, et puis bien sûr, qui arrivent directement sur leurs écrans. Alors comment les écoles supérieures s'adaptent-elles à cette nouvelle donne? Est-ce que TikTok, YouTube ou encore Instagram peuvent aider et remplacer les brochures et les journées portes ouvertes? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk.
Notre invitée aujourd'hui, Coralie Dussart. Coralie, je rappelle que vous êtes la CEO du cabinet de marketing digital SPAG. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, SPAG en quelques mots. Eh bien, SPAG, on est spécialisé dans l'éducation et l'enseignement supérieur, donc je pense que c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. C'est ça. Et nous, on vient aider les grandes écoles à recruter les talents qu'ils souhaitent, soit en France, soit à l'étranger, sur certains programmes, via toutes les techniques du digital, donc un peu ce que vous avez commencé à citer jusqu'à maintenant. En introduction, alors un cabinet de marketing digital qui accompagne justement des acteurs majeurs du monde de l'éducation, ça paraît assez obscur et justement on va en parler parce que les méthodes de recrutement justement de ces écoles changent complètement. Vous travaillez avec Schema, notamment avec l'école des Mines, l'Institut catholique de Paris, me semble-t-il. De Lille. De Lille. Avec Polytechnique aussi. C'est ça. Et des écoles hors contrat aussi. Voilà. Alors quelles sont les problématiques communes que vous rencontrez dans le secteur auprès de ces acteurs ? Dans les problématiques principales qu'il y a dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est qu'il y a pléthore de formations, ça c'est le premier sujet. Donc en fait, les écoles se doivent d'être claires sur ce qu'elles proposent et se différencier. Donc les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et autres qu'on connaît, elles ont beaucoup de formations dans plusieurs pays, des campus, et les étudiants se perdent en fait, ne voient pas la différence. Donc leur enjeu, c'est aussi d'émerger hors classement, parce que sinon, le seul moyen pour les étudiants de choisir leur école, c'est uniquement le classement des grandes écoles. Et donc, de montrer leurs points différenciants, qu'est-ce qu'elles offrent de plus, est-ce que c'est la vie de campus, est-ce que c'est les alumni, est-ce que c'est le network, est-ce que c'est justement une prise de position dans la société. Il y a des écoles qu'on accompagne comme Schema qui sont très innovantes. Et donc, c'est comment on fait savoir ce savoir-faire aux étudiants. Et donc, nous, on est là pour aider sur ce faire savoir, parce qu'il y a plein de manières différentes de le faire, mais c'est émerger avant tout. Je pense que c'est un des gros sujets. Donc il y a des vraies difficultés aujourd'hui pour les établissements à attirer les bons étudiants. Il y a effectivement pas mal de difficultés parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a aussi des nouveaux acteurs qui se créent. Or, il y a les écoles très traditionnelles, reconnues, bien classées, qui ont déjà fait leurs preuves et qui doivent montrer qu'elles changent et qu'elles vont vers l'avenir et qu'elles ne sont pas uniquement vers le passé. Et puis, il y a aussi toutes ces nouvelles écoles qui se créent avec des nouvelles formations très à la pointe, du hors-contrat, ce qui leur laisse aussi un peu plus de liberté sur comment elles peuvent communiquer, qui sont aussi parfois un peu plus à la pointe en marketing digital ou qui permettent, qui se donnent les moyens d'investir pour recruter des candidats puisqu'elles n'ont pas ce que les autres écoles ont. Et puis les universités dans tout ça qui doivent aussi tirer leur épingle du jeu. Et puis tout ça avec les équipes en place, les process, les contraintes budgétaires, ressources qu'ils ont. Il y a un peu de travail en tout cas sur ce sujet, c'est ce qu'on comprend effectivement. Alors est-ce qu'on sous-estime encore aujourd'hui peut-être le rôle du marketing dans ces institutions d'éducation ? Alors moi je trouve que c'est en train de changer depuis quelques années. Donc nous on répond à pas mal d'appels d'offres publics des acteurs de l'enseignement, donc qui montrent aussi déjà qu'ils font la démarche eux-mêmes d'aller chercher. Leurs équipes sont formées, ils ont des équipes en marketing digital. Comme je disais, tout ce qui est un peu nouvelles écoles, nouvelles formations, eux sont très au fait et puis ont des vrais enjeux business, donc ils font tout de suite appel au marketing digital. C'est plutôt les on va dire les écoles bien ancrées, les grandes écoles qui elles doivent prendre ce pas-là. Mais oui, ils s'y mettent. C'est un peu sous-estimé dans les équipes, dans les recrutements en interne, mais ils arrivent à se faire accompagner par des acteurs comme nous, donc. Ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne voie. Comment un établissement, justement, il peut transformer ses étudiants en véritables ambassadeurs ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est ce qu'ils cherchent en vous contactant ? Alors ça, pour le coup, c'est encore à développer fortement. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur ce sujet-là. Aujourd'hui, en marketing digital, on parle de User Generated Content, UGC. Je pense qu'aujourd'hui, côté école, on peut faire du Student Generated Content. C'est ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire avec des écoles comme Schema, par exemple, ou d'autres écoles d'ingénieurs. C'est de mettre les étudiants des écoles au service de la promotion de l'école et de leur campus, parce que c'est les mieux placés pour parler à d'autres étudiants. D'accord. Donc les écoles les plus organisées vont organiser des petites équipes de communication au sein des étudiants qui ont, eux, des contrats de job étudiants, en fait. Ils sont rémunérés pour ça et qui vont faire des communications dans les codes des jeunes, donc des étudiants, et puis ce qui leur permet un peu de latitude. Et puis après, l'enjeu de l'école, c'est de faire en sorte qu'ils diffusent les bonnes informations, qu'ils mettent en avant l'école pour les bonnes choses. Et voilà, donc ça se prépare. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Il faut recruter les étudiants comme des recrutements externes. Donc, il faut choisir les bons étudiants, choisir les étudiants qui vont produire le bon contenu, les former, faire des comités éditoriaux. J'imagine un peu comme votre métier pour leur dire voilà, les grands sujets sur lesquels ils peuvent intervenir, leur donner les codes, parce que
tout le monde n'a pas les mêmes niveaux, même sur l'utilisation d'Instagram, de TikTok. Bien sûr. Parce qu'on a un peu... Voilà, mais c'est moins corporate, donc il n'y a pas de charte. Il faut les guider, mais pas non plus les forcer. Un peu comme des influenceurs internes. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous êtes en train de transformer certains élèves en influenceurs au service, en tout cas, de leur école ? Ouais, je pense que ça, c'est un des enjeux principaux à faire parce que pour parler, rien de tel que des gens qui sont insiders et qui ont envie de le faire. C'est un peu un gagnant-gagnant. Les étudiants, eux, sont rémunérés pour ça comme n'importe quel job étudiant. Ils parlent de leur école qu'ils aiment et dont ils ont une fierté d'appartenance. D'accord. Et donc oui, c'est juste que il faut que ça se professionnalise un petit peu plus pour que ça ait vraiment de l'impact. Il y a des écoles qui prennent ce tournant-là, comme Schema. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore pris. Tous les étudiants ne sont pas prêts à parler aussi non plus et à prendre leur réseau perso. Mais il y en a qui sont très bons, qui ont très envie de le faire et c'est une belle vitrine pour l'école. C'est quelque chose qui existe à l'étranger ? Oui, je pense un petit peu plus dans les pays anglo-saxons, enfin, je dirais plutôt les États-Unis, le Canada, beaucoup la Chine aussi, l'Asie. Voilà, en Europe, on est encore un petit peu conservateur. Mais pour des écoles qui ont des enjeux internationaux, c'est super important d'arriver à parler aux étudiants étrangers qui veulent attirer avec des étudiants qui ont fait ces démarches-là, des Chinois qui ont fait la démarche de venir sur des campus en France, pareil, des personnes d'Amérique latine, des États-Unis. Ils arrivent beaucoup plus à se projeter quand c'est des personnes qui ont fait le même choix qu'eux. Voilà. Donc il y a un enjeu de bien recruter, de diversifier, de parler à tout le monde, tous les programmes. Donc ça veut dire que la marque d'une école, elle est devenue presque aussi importante que son classement académique Alors je ne sais pas si dans les faits, ça dépend pour quel programme. On a quand même encore les programmes grandes écoles, je parle en France principalement, qui sont principalement régis par les classements. D'accord. Mais les très bonnes écoles et les grandes écoles pour lesquelles on travaille, on parle de Polytechnique, les mines, Schema, à notre échelle par rapport à ce qu'on connaît, vont essayer aussi de faire valoir ce qu'ils savent faire au niveau des prépas, des personnes qui sont en prépa, pour qui le classement est très important, mais il faut essayer d'aller au-delà du classement. Donc les professeurs de prépa, les dirigeants de classes préparatoires sont importants là-dessus aussi, parce qu'ils aident les étudiants à faire leur choix. Pour tout ce qui est autre formation, autre type de master ou autre type de formation un peu plus exécutive, etc., le classement reste important. Après, c'est plutôt les opportunités et de plus en plus le sens, un peu qu'est-ce qu'ils vont proposer sur les nouvelles technologies, sur les enjeux d'impact, de transformation. Donc voilà, quels sont les nouveaux programmes qu'ils vont mettre en place, qui sont les professeurs, voilà. Et puis nous, on essaye aussi de démocratiser les débouchés derrière, parce que ça reste un des sujets. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui remplit son dossier sur Parcoursup et qui veut postuler à telle ou telle école, au-delà de postuler parce qu'il a peut-être entendu parler de l'école, par le biais d'un étudiant ambassadeur, il se dit peut-être, ok, c'est très intéressant et l'école, elle est super, mais qu'est-ce que je peux faire après ? Ça, c'est un vrai point, effectivement. Il ne faut pas sous-estimer non plus dans cette prise de décision au moment de Parcoursup les prescripteurs, qui sont les parents, ou ceux qui vont payer les écoles et qui vont soutenir les étudiants dans la suite de leurs études. Donc nous, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Par exemple, je peux donner un autre exemple avec une école de com sur laquelle on a travaillé, qui s'appelle l'ISTC, qui est une des top 5 écoles de com françaises, où on a beaucoup travaillé sur quels sont les débouchés des métiers de la communication, parce que beaucoup de parents avaient un peu peut-être de peur, ne savaient pas très bien ce que voulait dire une école de com. Alors certes, il y a le programme, qu'est-ce qu'on y apprend, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on a beaucoup sollicité les alumni pour donner des exemples de débouchés après quelques années. Et donc pour ça, on fait des livres blancs, enfin on fait des techniques de marketing digital qui sont assez classiques, qu'on va diffuser sur LinkedIn pour aller toucher les parents, par exemple, qui se reconnaîtront dans « Ah, mon fils veut faire une école de com ». Donc je vais télécharger ce livre blanc, ça m'aidera à l'accompagner. Voilà, donc ça, c'est des démarches qu'on fait aussi côté prescripteur. Et puis on a côté Parcoursup, c'est important pour les écoles de l'enseignement supérieur de comprendre tout le calendrier. Alors ça, ils sont très au fait du calendrier de Parcoursup. On n'a pas beaucoup le droit, on n'a pas le droit d'utiliser les données des candidats, etc. Donc il faut ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de communication. Donc il faut que ça soit très rythmé, très réglé entre les périodes de choix pour avoir de l'impact, pour être présent dans la prise de décision. C'est une vraie stratégie. Ouais, c'est une vraie stratégie qui se prépare bien en amont. Nous, on prépare là maintenant les stratégies de l'année prochaine. 2026. Ouais. On va continuer à en parler avec vous, Coralie, dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est Jean Martineau aux manettes.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Coralie Dussart. Coralie, juste avant de reprendre notre échange, on va laisser passer à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous emmenez aujourd'hui au Jeu de Paume à Paris, où une exposition rassemble une sélection d'artistes contemporains qui réfléchissent et travaillent autour de l'intelligence artificielle. On y revient toujours, évidemment. Son titre, c'est Le monde selon l'IA. Absolument. Plus de 40 artistes vivants interrogent cette révolution de l'IA. Alors, pour ce qui est de penser, révolution pour ce qui est de créer, évidemment. Et les artistes vont aborder plein d'aspects différents de ces réseaux convolutifs de neurones. Alors ça va de la matérialité, de ce qu'on considère comme immatériel avec ses coulures, de métaux rares, la création d'autres possibles avec des fleurs qui n'existent pas ou des mondes comme ça merveilleux, mais aussi les biais des IA exprimés ici par ces réserves blanches, fantomatiques qu'on voyait donc ici parce que c'est en fait situé à la place d'hommes et de femmes arabes sur de vieilles photographies, populations qui sont mal représentées dans les corpus d'entraînement des IA. C'est pas toujours évident, j'imagine, pour une exposition d'aborder un sujet à la fois très vaste et en même temps très récent, d'un point de vue historique en tout cas. Et oui, et c'est pour ça qu'il y a une ambition absolument encyclopédique de la part de cette expo. On est accueillis au début de l'exposition avec un diagramme absolument géant. C'est en fait l'objet d'années de recherche menées par 2 artistes et chercheurs serbes et australiens qui ont entrepris une archéologie de l'IA de 1500 à nos jours et qui pose la question en fait comment on en est arrivé là et pour y répondre ils vont remonter jusqu'à l'invention de l'imprimerie par exemple, ils vont évoquer les premiers automates de la Renaissance, ils vont parler des pigeons voyageurs qui sont en fait parmi les premiers véhicules d'une information à travers l'espace, ou encore ils vont évoquer l'apparition du mot computer ou computer qui apparaît, Philippine, figurez-vous, en 1613. Bref, tout semble en fait être une espèce de marche de l'histoire qui va conduire inévitablement à la révolution qu'on traverse aujourd'hui, celle de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Alors, est-ce que les artistes expriment justement ce désir qu'on a tous un peu de soulever le capot de l'IA pour y voir un peu plus clair? Ouais, notamment une artiste allemande qui s'appelle Ito Steyerl, qui est assez connue, qui est une des premières à avoir abordé l'IA dans son travail. Et elle s'est rendue à Erbil, dans un camp de réfugiés au Kurdistan, où habitent pas mal de travailleurs du clic, chargés d'indexer, de décrire des images. Alors, ils ont 5 à 7 secondes, ces travailleurs du clic, pour traiter une image. Alors, ils vont dire ceci est un chien ou il n'y a pas de vélo sur cette image. 5 à 7 secondes seulement. Ça va être répété de 3 à 7 000 fois par jour. Imaginez un peu l'aliénation d'un tel job, surtout quand on traite des images qui ne sont pas évidentes. Et ces plans, on voyait ces espèces de bounding box, ces boîtes englobantes à taille humaine, qui sont ces petites boîtes qui indexent, qui vont dire, voilà, ceci est un humain, ceci est un vélo, etc. Tout ça avec une musique kurde extrêmement émouvante. Et le titre, ce Mechanical Kurds, ça s'appelle comme ça fait référence à un des premiers automates. On voit à gauche, premiers automates de l'histoire. C'est un turc mécanique, c'était une sorte de machine à jouer aux échecs, mais qui en réalité était occupée en dessous du véritable joueur d'échecs. En dessous, il y avait la place pour mettre un homme, un réel homme qui jouait aux échecs, qui déplaçait les pions. C'est aussi le nom à droite, on le voit, de la plateforme de micro-travail d'Amazon, Mechanical Turk. Ici, le turc devient le kurde, et c'est toujours cet homme qui est caché derrière la magie supposée de l'intelligence artificielle. C'est aussi un peu comme si on entrait dans l'œil de la machine. Et en fait, il y a des artistes notamment qui vont aller plus loin, non pas en s'intéressant aux résultats qui sont ces petites boîtes englobantes, mais aux opérations. Par exemple, si on prend ChatGPT, si on prend le texte, ça va nécessiter pour son entraînement, attention, 300 000 milliards d'opérations, absolument, pour à peu près 150 milliards de mots qui ensuite vont être modélisés sous forme d'associations logiques, pour créer des associations. Même principe pour les images. Et donc, les artistes, eux, ils vont... Et il y a une vidéo notamment qui s'appelle Faces of the ImageNet. Ils vont matérialiser ça, cette vision, cet entraînement de la machine. ImageNet, justement, c'est un jeu de données qui a permis le développement de la vision par ordinateur au début des années 2010. Et là aussi, on a l'impression d'être la machine. On a l'impression de voir ce qu'elle voit. Et ça fait froid dans le dos, franchement, d'être cet œil de la machine.
Et alors, même artiste, il s'appelait Trevor Paglen, même artiste, même principe, pour une œuvre avec laquelle je ne pouvais ne pas finir. C'est une œuvre qui filme le visiteur, en l'occurrence moi, et applique ces méthodes d'indexation par IA. Alors, résultat, je suis un homme, merci beaucoup. Je suis un cipher, c'est une personne sans influence, mais franchement, c'est dégueulasse. Mais non, j'ai cette tête-là, quoi. Et alors, il y a le mot mélancolique qui apparaît souvent. C'est peut-être la seule chose qui est un peu vraie. Donc, ça m'a donné... Ouais, moi, je trouve pas trop... Vous êtes hyper fun. Ouais, je suis fun, mais ce qui n'empêche pas la mélancolie. C'est vrai. un peu le bonheur d'être triste, la mélancolie. Oh là là, le fun du pas fun. Bref, donc, en tout cas, j'ai envie de d'écrire un livre qui s'appelle « Je suis un homme mélancolique sans influence » ou de renommer cette œuvre ainsi. En tous les cas, au-delà de la satisfaction qu'on ressent quand on se dit l'IA se trompe, ça l'humanise, ça nous fait du bien, et ben, c'est quand même une remise en cause, l'unicité de chaque vie. Et ça nous fait prendre conscience que l'IA, c'est bien une révolution copernicienne qui va, à bien des égards, redéfinir la nature, la place, les singularités de l'homme. Sacré sujet. Sacré sujet. On pourrait continuer à en parler pendant des heures, c'est passionnant. Oui, ça pourrait être le contenu du livre « Je suis un homme mélancolique sans influence ». Vous viendrez nous le présenter en plateau ChatGPT va s'en charger tranquillement et je reviendrai. Merci beaucoup, Jade, en tout cas. D'intelligence artificielle, justement, on va en parler tout de suite dans la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk avec notre invitée, toujours Coralie Dussart. Je rappelle que vous êtes la CEO du cabinet de marketing digital Spag. Alors justement, effectivement, Jeanne nous parlait de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'utilisez, cette IA, au service justement de la communication et des actions marketing qui sont menées par les écoles supérieures ? Alors oui, il y a deux manières aujourd'hui d'utiliser l'IA dans ce qu'on fait. On a des demandes et puis nous on l'utilise dans tout ce qui est productivité. Comment on va être capable de créer plus de contenu, c'est souvent le sujet principal qui vient. Oui. Donc en interne, comment en fait l'IA va aider les équipes à être plus productives, à mieux cerner les besoins, à mieux rédiger, à être plus présent. Et donc pour créer par exemple ce qu'on appelle des petites content factories, en tout cas c'est des process améliorés en réalité avec l'IA. Et la deuxième partie c'est plutôt une IA expérientielle, plutôt externe, ça aide les écoles justement à se mettre en avant et à expliquer leur différenciation. Donc en fait on nous demande souvent de créer des IA qui vont créer une expérience digitale pour les candidats ou pour les étudiants. Donc ça peut être des IA qui vont projeter les étudiants dans leur futur une fois qu'ils ont fait l'école. Ça peut les projeter dans leur vie, quelle sera l'école. Voilà, donc c'est assez créatif. Ça peut être divers et varié. Mais je pense que c'est les deux cas d'usage les plus courants aujourd'hui de l'IA dans le milieu de l'enseignement. Et je pense que le deuxième a vraiment sa place parce que dans ce souci de se diversifier, enfin en tout cas d'être perçu comme différent et d'expliquer sa singularité pour l'enseignement supérieur, l'utilisation de l'IA, c'est un bon moyen de toucher les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, des contenus dont vous parliez tout à l'heure en première partie du talk, co-construits avec les étudiants, ils sont plus performants que les campagnes marketing ou publicitaires qu'on a pu connaître par le passé ? Alors, plus performants... Enfin, je ne sais pas répondre exactement, mais en tout cas, ils n'ont pas le même enjeu. Ces contenus qui sont produits par les étudiants, ça va être des contenus qui vont rassurer ou faire découvrir l'école. Ils arrivent plutôt, si je dois parler avec les termes techniques, en début de tunnel de conversion, donc soit en notoriété, parce que c'est comme ça qu'ils vont découvrir les programmes, l'école et susciter un intérêt, ou par la suite, une fois que la personne a connu l'école, et rassurer sur comment ça va se passer, montrer l'envers du décor. Par contre, les campagnes digitales qu'on peut mener d'un point de vue un petit peu plus professionnel pour attirer et acquérir des candidats, elles ont vraiment un but de conversion et qu'on peut plus traquer, qu'on va regarder en ligne sur les plateformes, sur Meta, sur Snapchat, sur TikTok, sur LinkedIn. Et donc, on a plus de données sur la performance de conversion de ces campagnes-là. Mais on sait que les autres, on peut attribuer aux autres, en tout cas, les performances des campagnes de conversion. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, un risque de surpromesse qui serait vendu, en tout cas, aux jeunes étudiants qui voudraient aller dans telle ou telle école avec des contenus qui sont trop bien marketés? Ça, c'est difficile de juger pour moi, surtout quand on est marketeur. Le marketing, c'est quand même
En tout cas, le marketing pour les grandes écoles, aujourd'hui, il est de mettre en avant les points saillants des grandes écoles et d'aider à la clarification de l'offre. Je pense que c'est le gros enjeu plutôt que juste de faire savoir qu'on existe et la notoriété. Après, je pense que le message pour tous les étudiants, il est que chacun construit son parcours et que peu importe l'école où ils iront, ils arriveront... Bien sûr. Voilà, ils pourront faire quelque chose de bien après, en tout cas qui leur plaira, mais en tout cas, c'est de les guider vers ce qui a le plus de sens pour eux. En fait, le sens, aujourd'hui, prend beaucoup de place dans les choix des écoles, des candidats. Le sens ou même les choix stratégiques des écoles, ils sont beaucoup plus regardants que juste les classements. Donc c'est aussi, mais on peut pas influer quand on fait du marketing sur la création des programmes et sur le choix des professeurs, mais en tout cas on peut mettre en avant les belles initiatives qui sont faites parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par les écoles. Maintenant, voilà, il y a quand même beaucoup de choix. C'est ce que ça veut dire que les salons de l'étudiant, de l'orientation, c'est fini, c'est du passé? Alors ça, je pense pas. Pour le coup, on le voit chez tous nos clients dans l'enseignement supérieur. Le terrain, aujourd'hui, est quand même le meilleur moyen pour faire comprendre, pour expliquer en détail, pour prendre le temps de faire du sur-mesure avec les étudiants. Donc, si je dois parler un peu en termes marketing, ce qui convertit mieux, ça reste le terrain. Les portes ouvertes sont hyper importantes pour les écoles. Par contre, il faut mettre en place, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui mettent en place des dispositifs marketing autour de leurs portes ouvertes pour faire savoir, pour faire venir les étudiants, les prescripteurs, les parents, et puis pour offrir autre chose que juste une porte ouverte. On a des écoles qui sont assez malines aussi sur leur gestion des portes ouvertes, qui vont ouvrir leur classe, enfin une journée type dans l'école ou avec plein de nouveaux étudiants qui vont suivre des cours pour vraiment se rendre compte concrètement. Il y en a qui vont recruter sur ces portes ouvertes et parler avant les portes ouvertes sur des... Enfin, nous, on a travaillé là-dessus avec la Cato, la fac de la Cato à Lille, sur Discord, par exemple, avec un forum de recrutement autour du gaming en amont, et puis pour poser toutes les questions et attirer aux portes ouvertes. Donc, le digital joue un rôle aussi vers le physique. Bien sûr. C'est pas que le digital et puis même je pense que c'est important que les gens sentent le campus, les profs, les élèves, donc les admisseurs et dans les périodes d'admissibles en tout cas Parcoursup ont un rôle encore super important. Tout n'est pas à jeter à la poubelle. Non, tout n'est pas. Au contraire, on construit autour. Autour, exactement. Et au-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Coralie Dussart, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la CEO du cabinet de marketing digital SPAG. Merci encore. Beaucoup. Merci à vous, Jeanne, d'avoir été aussi sur le plateau, toujours avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, comme tous les jours, dès demain et dès 12h30, on donne rendez-vous dans l'École du Futur sur School TV. Et d'ici là, passez une belle journée. Ciao.